On poursuit ce Lex Inside, on va parler conformité au RGPD et au règlement sur l'IA dans le domaine de la santé avec mon invité Lorenza Ghia, avocate chez Osborne Clarke. Lorenza Ghia, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va évoquer ensemble les défis de conformité au RGPD et au règlement sur l'IA dans le domaine de la santé. Pour commencer, quels sont les enjeux de conformité au règlement sur l'IA et au RGPD dans le domaine de la santé? Alors, je dirais que l'enjeu principal, il est commun aux deux réglementations, c'est la transparence. Il faut informer les patients de ce qu'on fait avec leurs données de santé. Il faut leur dire, et il faut leur dire qu'on va entraîner un algorithme d'IA, développer un système d'IA avec leurs données, c'est clé. Donc, en premier lieu, bien informer les patients de l'utilisation des données, c'est vraiment le conseil de base. Exactement, c'est clé. Alors, l'utilisation de l'IA sur les bases de données des patients soulève de nombreuses questions. Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'IA sur des bases de données existantes qui comprennent les données de patients? Alors, en théorie, c'est tout à fait possible. Après, il y a des obstacles qui sont assez difficiles à franchir. Je pense qu'on va en reparler. Mais c'est vrai qu'au cabinet, on a de plus en plus de clients qui nous demandent des conseils pour utiliser des bases historiques qui proviennent d'essais, d'études cliniques, les réutiliser avec de l'IA. Donc, on les conseille sur ce type de problématique. C'est quoi les enjeux? Pourquoi on veut utiliser ces bases de données concrètement? Parce qu'elles sont fiables, elles ont été effectivement collectées grâce à des essais et des études cliniques. Et il y a un vrai enjeu de fiabilité de la base de données. C'est vrai que pour la santé, on ne peut pas faire du web scraping sur Internet, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc, trouver un socle fiable, c'est très important. Donc, et pour l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est justement d'alimenter l'intelligence artificielle avec des données. Et on sait que les données de santé, c'est des données sensibles. Mm. Alors, si une entreprise souhaite réutiliser des données historiques relatives à la santé pour le développement et l'entraînement d'une intelligence artificielle, quels sont les principaux obstacles? Alors, il y en a trois, je dirais. C'est assez compliqué, donc je vais essayer de partir d'un exemple. On prend l'exemple d'un client qui veut réutiliser des données de santé d'ordonnance. Il les détient légitimement. Les trois obstacles, ça va être d'abord le principe de limitation des finalités. Les ordonnances, elles ont été collectées pour une finalité bien particulière, la prescription de soins. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'IA sur ces ordonnances? En principe, non, parce qu'on a communiqué aux patients qu'on allait juste traiter leurs ordonnances pour fournir des soins. Donc, on est dans de l'usage secondaire de la donnée. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il va falloir faire un test de compatibilité des finalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que les anciennes finalités, la prescription de soins, est compatible avec les nouvelles finalités, utiliser l'IA? Et si on n'arrive pas à relier ces finalités-là, eh ben on n'a pas le choix, on va devoir demander le consentement du patient. Les deux autres obstacles, c'est trouver une base légale. Ça, c'est un standard dans le RGPD. Donc, on est plutôt sur l'intérêt légitime ici. Et l'intérêt légitime, notamment du patient, c'est la guérison, en fait. C'est d'être guéri, d'avoir de meilleurs traitements. Et l'IA peut vraiment favoriser la recherche et trouver de nouveaux traitements, finalement. Et le dernier obstacle, c'est en matière de données de santé. Il y a une interdiction de collecte de ces données de santé, sauf si on trouve une exception. Donc, on va devoir Quel trouver type d'exception? le consentement, par exemple, la recherche scientifique ou l'intérêt public et la santé publique. Donc, il y a ces trois obstacles-là, c'est pas facile, mais il y a quand même des alternatives, il me semble. Alors justement, si on n'arrive pas à lever ces obstacles, quelles sont les alternatives? Alors, je reprends le cas de mon client qui veut traiter des données d'ordonnance qu'il détient. C'est un cas qu'on a eu au cabinet. On n'a pas réussi à retrouver les patients, on n'a pas pu leur demander leur consentement. Donc, ce qu'on a conseillé aux clients, c'est d'anonymiser les données. Donc, l'anonymisation, c'est une solution. On retire le nom, le prénom. Après, dans le domaine de la santé, ce sont des données qui sont si uniques, parce qu'un traitement, notamment dans les maladies rares, il n'y en a que un par patient, en fait. Donc, c'est dur d'arriver à une anonymisation parfaite. Autre solution, les données synthétiques, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. En fait, les données synthétiques, c'est la création de données à partir de données réelles, mais on ne les rattache pas à un patient.
Donc le RGPD ne s'applique pas. D'accord. Et juste un petit aparté, on a des essais cliniques là qui ont été autorisés avec des bras de contrôle synthétiques. Donc c'est des cohortes patients, c'est ceux qui vont recevoir le meilleur traitement en fait. Ils sont remplacés par des données de sources externes et ça a été autorisé là par les autorités, donc la FDA et l'EMEA en Europe. D'accord. Alors, il y a une autre technique qui est utilisée dans le domaine de la santé, c'est le jumelage numérique. On va s'intéresser aux précautions à prendre en la matière. Quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour assurer la conformité d'un processus de jumelage numérique des patients? Alors, le jumelage numérique, c'est les digital twins. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la virtualisation d'un objet ou d'un humain à partir de données en temps réel qui sont captées. Donc, on utilise ces techniques pour créer un patient artificiel. La différence avec le patient synthétique, c'est que le patient artificiel, il est créé à partir de données d'un autre patient qui existe ou qui a existé. Donc, les enjeux, ça va être d'obtenir le consentement du patient zéro, du patient source, et de l'informer qu'on va créer un patient artificiel avec ces données. En revanche, ce qui est utile, c'est que ce nouveau patient, le patient artificiel, lui, il n'existe pas. Donc le RGPD ne s'applique pas, on n'a pas besoin de lui demander son consentement, par exemple. Ce qu'on recommande aussi, c'est d'anonymiser les données quand même du patient source, du patient zéro, et surtout, il faut une supervision médicale systématique. On ne peut pas laisser l'IA sans supervision d'un médecin. Alors, on va s'intéresser à d'autres bonnes pratiques, les bonnes pratiques à respecter pour utiliser l'IA sur les données de patients existantes. Quelles sont-elles? Alors, on en a parlé au tout début, c'est effectivement l'information du patient. Il doit savoir qu'on va entraîner et développer un algorithme IA avec ces données. Le problème, c'est qu'il y a certains patients, c'est des données anonymes, on ne les retrouve pas. Donc, comment on fait pour contacter, pour informer ces patients? C'est un vrai challenge. Surtout que le corollaire à ça, c'est qu'il doit pouvoir exercer ses droits, le patient. Et donc, son droit d'accès, il doit pouvoir l'exercer. Il y a quelques exceptions, mais là, on ne rentre pas forcément dans ce cadre-là. Alors, un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est la question de la responsabilité de l'IA en cas d'erreur de diagnostic. On sait que les IA peuvent halluciner. Qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur de diagnostic qui serait produite par l'IA? Alors, c'est une question très intéressante et c'est une problématique qui va bien nous occuper, je pense, parce que le médecin, même si il prend une décision assistée par l'IA, reste responsable. L'établissement de soins, l'hôpital, d'un point de vue RGPD, il est responsable de traitement. C'est lui qui décide quel est le meilleur soin pour son patient. Et le fournisseur de l'IA, lui, il a des exigences de conformité, de l'évaluation, de la surveillance après la mise sur le marché. Donc pour l'instant, Arnaud, je ne sais pas vous répondre. Ça va être vraiment du cas par cas, mais c'est sûr qu'on va avoir des débats très intéressants sur un partage de responsabilité entre ces trois acteurs. Et c'est un point qu'il faudra trancher parce qu'après, effectivement, il y a un préjudice et donc il faut bien indemniser les victimes. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Lorenza Ghia. Merci Je à vous. rappelle que vous êtes avocate au sein d'Osborne Clarke. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va s'intéresser maintenant à de la fiscalité. On va s'intéresser plus particulièrement à la nouvelle jurisprudence sur le calcul de la taxe foncière des centrales photovoltaïques ou éoliennes.